l'espace La Gare en collaboration avec la radio Joliba, Joliba TV et Canal+. Au début, c'était une simple rencontre avec les auteurs. Au fur et à mesure, finalement, elle est devenue une rencontre, un rendez-vous radiophonique et maintenant, c'est un rendez-vous audiovisuel avec radio, télévision à la fois. Et le train littéraire, le premier est parti le dernier jeudi du mois de juillet 2016. Ce qui nous fait plus de 4 ans de train littéraire où chaque mois, on prend 1, 2, souvent 3 auteurs à chaque mois. Alors, c'est une initiative, une fois de plus, comme je l'ai dit, de l'espace La Gare, de Bintili Communication, en collaboration aussi avec la radio Joliba, Joliba TV et Canal+. Oumou Amar Traoré, bonsoir et bienvenue à bord du train. Bonsoir. Alors, bienvenue, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et c'est vous qui êtes la conductrice du train. Avant de vous prendre, alors, on nous a fait savoir que vous êtes très bavarde quand vous écrivez, mais qu'à l'oral, c'est souvent très compliqué. Et moi aussi, j'ai promis à tous ceux-là qui m'ont dit ça, que mais moi, je pourrais et que je ferai en sorte que vous parliez beaucoup cet après-midi-là, pendant ce voyage-là, parce que c'est vous qui nous conduisez au cœur justement de la vie de Yagaré, qui est une femme presque parfaite. Moi, j'ai envie de dire une femme parfaite déjà. Mais le fait de vous retrouver conductrice du train littéraire, quelle impression ça vous fait? Merci, Monsieur Dissa. Merci. Bonjour, cher public. Merci d'être venu. Je sais qu'à cette heure-ci, ce n'est pas très facile. Tantôt, c'est l'université. Tantôt, c'est des gens qui sont venus du travail. Donc, c'est parce que vous avez voulu être là. Sinon, il y a 1000 excuses pour ne pas être là. Donc, pour cette raison, je vous salue et je vous remercie. Monsieur Dissa, vous êtes un homme de défi. Oui, justement, comme Yagaré. Hein? Vous êtes un homme de défi et nous allons parler aussi d'une femme de défi. Yagaré, comme vous l'avez déjà défini. Merci pour la confiance. Vous m'avez mise aux commandes de ce train. Moi, je suis sahélienne, vous savez. Vous connaissez donc les chameaux? Eh bien, un chameau est déjà là. Oui, tout à fait. Il y a un chameau ici. Ouais. Donc, donc c'est en toute assurance vraiment que j'accepte de prendre place à bord de ce train. Et cela nous fait énormément plaisir. Alors vous avez chaleureusement salué et remercié ce beau public qui est venu assister à l'enregistrement de cette émission. Alors vous êtes contente et vous êtes prête à relever le défi et surtout à bien nous conduire dans la vie de Yagaré, que j'appellerais l'ambitieuse, que j'appellerais la forte, que j'appellerais avec tous les qualificatifs superlatifs possibles, quoi. En tout cas, cette dame-là mérite d'être connue du grand public. Alors, c'était un roman publié chez la Sahélienne en 2017. Alors, pourquoi un roman? Parce que ce roman vient après un autre. Alors que vous avez quand même un niveau de langue incroyable, un français tellement soutenu, tellement rythmé, je me suis dit, mais oh là là, et si Oumou écrivait des poèmes, ça allait être tellement magnifique. Mais pourquoi pas les poèmes, pourquoi pas les pièces de théâtre, pourquoi pas des essais? Parce que Kwasima, c'est aussi un essai, ce roman-là, d'une certaine manière. Mais pourquoi toujours des romans? Pourquoi les romans seulement? Oui. Je parle sous le contrôle d'une professeure, d'une érudite en littérature, Madame Bamakan Souko, qui est là. Effectivement, vous me permettez alors de dire à ce grand public de faire quand même beaucoup d'applaudissements pour Bamagan Sissoko. Bonsoir Bamagan. Et je salue aussi la présence d'une autre écrivaine de renom au Mali, Madame Nyare Fatmata Keita, qu'on applaudit également. Merci. Allons-y. Voilà, donc pourquoi le roman? Tout à l'heure dans l'introduction, vous avez dit que c'est vrai, je ne suis pas très bavarde à l'oral, j'ai des difficultés. Sauf que ça va être le cas aujourd'hui. Sauf que je m'épanouis plus quand j'écris. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace et j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de tout dire sans retenue.
Donc, parmi tous les genres littéraires, j'ai pensé que seul le roman pouvait me donner cette liberté-là. Aussi, en choisissant le roman, c'est un certain pouvoir qu'on a. On est omniscient, on est omnipotent, on crée des êtres. On les tue, on les rend malades, on les rend malades, on les rend fous comme on veut. Comme on veut, on les fait voyager à bord d'un train, on les fait monter sur un chameau, tout ce qu'on veut. Donc le roman a cette force-là, a cette puissance. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le roman et je me sens plus à l'aise avec le roman. Voilà les raisons pour lesquelles. En tout cas, on a deux grandes romancières en face de nous. Exactement. Est-ce que quelque part, on ne peut pas parler alors d'une grande découverte? Est-ce à dire que les romancières aimeraient avoir le pouvoir de Dieu? Pendant qu'elles écrivent, chaque fois qu'elles font une œuvre, elles sont des dieux, des demi-dieux. Hein? Ouais. Voilà la force de l'écriture, la force du roman. Ouais. Et elles ont aussi ce pouvoir-là de rendre ces êtres-là éternels. Tout à fait. Parce qu'on crée un personnage, on le laisse en vie tant qu'on veut. Tant qu'on veut, chaque fois, on le réveille, on lui donne une fonction, ou des fonctions, on le fait vivre, on le fait voyager, on fait tout avec. C'est vrai. C'est ça, c'est le pouvoir, la force que nous avons quand nous écrivons. En tout cas, on réalise quelque part que les femmes meurent pour leurs enfants. Parce que dans ce roman, à un moment donné, je pensais que l'écrivaine allait tuer la Benjamin qui est. Mais non, elle trouve quand même un moyen de lui donner la chance de survivre, même si elle va survivre malade. Alors, les titres. Oui. Une femme presque parfaite. Quand j'ai vu les titres, je me suis dit, elle est très intelligente, cette auteure-là, parce qu'elle aurait pu nous dire une femme parfaite, mais comme on dit qu'il n'y a pas d'être humain parfait, et que quelle que soit la perfection de l'être humain, il y a toujours, ne serait-ce qu'un petit défaut, est-ce que ce n'est pas pour cette raison finalement qu'on nous donne le presque là? Je pense que j'aurais toujours des problèmes avec le titre de ce livre. Parce qu'il y a deux camps, sinon trois camps. Il y a ceux qui me disent, mais Oumou, tu as manqué de courage. Pourquoi tu n'as pas titré une femme parfaite? Oui. Ça, c'est le premier camp. Le deuxième me dit, mais cette femme, ceux qui ont lu le livre, cette femme, elle est plus que parfaite. Il y a une troisième tendance. Et cette troisième, dans ces camps, les tenants de ces camps me disent, mais vous pensez qu'il y a une femme parfaite? Voilà. Donc, pour moi, cette femme, elle est... Non, je vais laisser peut-être au public à la fin, pour que le public définisse justement, pour que ce public nous départage. Quand on va commencer à parler... Voilà. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est plus que parfaite? Elle n'est pas du tout parfaite? Ou bien c'est vrai que le jugement du public m'intéresse cet après-midi-là. Et puis ça va être vraiment la question que nous aussi on va poser au public. Si Yagaré, elle est parfaite ou non, mais je peux déjà deviner la réponse du public parce que je vois que dans le public il y a plus d'hommes que de femmes et je suis sûr et certain qu'on va bien la charger cette Yagaré-là. Mais le titre, oui. Comment vous est-il parvenu le titre? Est-ce que c'était déjà une ambition d'écrire, de peindre une femme presque parfaite? Ou alors vous êtes laissé guider par votre inspiration et au finish, c'est le titre qui s'est imposé de lui-même? Vous savez, quand on écrit, il y a un fil rouge que nous suivons. À ne pas perdre. Oui, à ne pas perdre. Ouais. Donc tout au long, il y a des choses qui vous trottent, qui sont dans la tête, qui sont là, qui ne partent pas, qui vous assiègent finalement. Donc, il y a une série, c'est comme il y a un combat d'idées qui se passe dans votre tête. Vous écrivez tout ce qui vous vient dans la tête, mais vous pensez surtout à votre public. Est-ce que ce titre-là, parce que le public est extrêmement important, un auteur, c'est un peu comme un artiste également, qui produit un titre qui met sur le marché. C'est comme un étudiant qui passe un examen. Il a toujours la peur au ventre. Quelle va être la réaction
Donc c'est extrêmement important le titre que vous allez donner à l'ouvrage. Vous pouvez penser que parmi les dizaines ou les vingtaines de titres que vous-même vous proposez, vous procédez par élimination. Tout à fait. Vous allez penser un moment que c'est le meilleur titre. Mais vous n'êtes pas seul. Un livre, c'est toute une chaîne, c'est toute une équipe qui est derrière. Vous arrivez chez votre éditeur, il y a des éditeurs qui arrivent à imposer même le titre. Je prends votre manuscrit, mais à condition que vous mettez ce titre en question. Bon, moi, heureusement, ça n'a pas été mon cas. J'ai éliminé, j'ai eu plusieurs titres, je les ai éliminés jusqu'au dernier. Je suis arrivé à ce titre-là lorsque je l'ai proposé à ma maison d'édition. Elle était d'accord, elle me dit c'est parfait, j'accepte. Alors tout de suite, vous aviez dit qu'il y a un fil rouge, oui, n'est-ce pas, à ne pas du tout perdre quand on écrit. Et depuis 16 heures, il y a un monsieur bien habillé, en costume bleu, très bien habillé pour la circonstance. Et je ne suis pas sûr qu'il va être quand même un bon caméraman, mais depuis qu'on a commencé, il est là avec son téléphone, il filme tout. Monsieur Cissé, est-ce que souvent il vous fait perdre ces fils rouges ou alors il vous aide à le garder, ces fils rouges-là? Parfois, le fil rouge... Il les brise. Non, il n'osera pas, monsieur Cissé. Non, monsieur Cissé ne le brisera pas. Cher public, c'est mon époux. Excusez-moi. Mais parfois, le fil rouge, nous le laissons, nous décidons de laisser le fil rouge de côté sans le perdre de vue. On le met en veille. D'accord. Pour pouvoir continuer plus tard. Voilà. En tout cas, sur ces points-là, vous êtes... on applaudit, on applaudit. En tout cas, sur ces points-là, vous êtes quand même un peu différent du couple Yagaré, quoi. Ah oui. Voilà, donc, mesdames, messieurs, ces livres, Une femme presque parfaite, vient après Mamou, épouse et fille d'émigrés. Et mère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Épouse et fille. C'est ce que j'ai dit? Épouse et mère. Voilà, d'émigrés. Voilà, donc les deux bouquins sont à 5 000 francs et vous les trouvez ici à l'espace La Gare. Voilà, ils sont exposés aussi voilà, à la porte. En sortant, vous pouvez les acheter également. Et parce qu'il y a aussi une troisième partie du voyage, voilà, qui consiste à laisser l'auteur lors d'un cocktail avec le public présent pour échanger les contacts, pour parler de certains aspects que certains n'auraient pas voulu développer en public ou à partir des ondes. Alors, Oumou Amar, ce roman est quand même très bien écrit. Le style que je vois, comme je l'ai dit, est à la fois épique, hein, plein de poésie, le rythme y est, les mots sont très bien choisis, si bien qu'une idée m'est venue à l'esprit, une question. Quel est votre rapport avec le genre? Parce que quand on regarde le premier livre et quand on regarde celui-là, il y a un lien commun. Le genre est là. Alors, quelle est votre histoire avec le genre? Bien. Il est difficile de parler du genre parce que je pense que ce terme, dès le départ, n'a pas été posé, en tout cas pour ce qui concerne notre société d'abord, n'a pas été posé comme il devrait l'être. Quand vous voyez, je prends un exemple tout simple, quand il y a le 8 mars, le 8 mars prochain, faites la remarque. Nous faisons des petites blagues entre nous. Je vous dis, Robert, est-ce que vous avez fait la cuisine aujourd'hui? Est-ce que c'est vous qui allez faire le marché? Et ainsi de suite. Il y a des sketchs aussi qui sont là-dessus, qui tournent dans notre société le 8 mars. Ou bien, ce 8 mars est choisi par beaucoup de gens pour lyncher les femmes, pour se lâcher sur les femmes. Oui, vous mettez les hauts talons, vous mettez les gros foulards et vous écrasez les petites aides ménagères qui sont chez vous à la maison. Le 8 mars a été, la journée des droits de la femme a été compris autrement. Feu le président Thomas Sankara, je salue sa mémoire, un grand homme qui a beaucoup fait pour les femmes.
Mais l'initiative d'aller faire le marché le 8 mars, c'est venu de lui. Et ça a desservi les femmes. Parce que on est venu à résumer cette journée à la journée des pagnes et la journée où les femmes décident de ne rien faire, de charger leur mari. C'est une façon terre à terre d'expliquer le genre qui n'a pas été bien et qui continue de faire des ravages jusqu'ici. Moi-même, à l'époque, j'ai pensé que le 8 mars, au temps de Thomas Sankara, j'étais jeune, mais j'ai pensé que c'était ça, où les hommes devaient être derrière les fourneaux. J'ai décidé d'aller plus loin, d'aller comprendre. Je suis allé faire des études de genre. Et quand je suis allé faire des études de genre... Où et quand? À Paris 8, en France. D'accord. L'université Paris 8, c'était en 2000. Et croyez-moi, en 2000, l'an 2000, dans tout, il y a combien d'universités en France? Il n'y avait pas une seule où le genre était étudié à part Paris 8. Et c'était le département des études féminines. Le département des études féminines, parce que l'université a même été contrainte de changer l'appellation département des études féminines. Sinon, c'était l'étude des rapports de sexe. Parce que le genre, c'est ça, étudier les déséquilibres entre hommes et femmes dans la société. Et on était presque la risée des autres étudiants quand ils passaient devant le département. Ah oui, c'est ce que vous faites ici, vous étudiez les rapports de sexe. Il fallait mettre l'étude des rapports sociaux de sexe. L'étude des rapports sociaux de sexe pour atténuer un tout petit peu. Voilà, donc j'ai dit, bon, peut-être en faisant des études, je vais mieux comprendre. Donc c'est là où vraiment, j'étais déjà sensible à ces différences qui étaient entre hommes et femmes, un peu partout, parce que, figurez-vous, dans le monde entier, il n'y a aucune société dans le monde entier qui a atteint l'égalité homme-femme. Ça n'existe pas. Il y a quand même des petites différences. Il y a certaines sociétés qui sont très avancées par rapport à d'autres. Donc ce n'est pas un mal malien. Peut-être dans certaines sociétés, ces différences entre les différentes catégories, c'est plus accentué, mais on les retrouve un peu partout sur toute la planète. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi il y a une catégorie de personnes, notamment les femmes, qui sont mises à l'écart de façon planétaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc moi, mon attachement à cette question, c'est ça. D'accord. J'ai une formation pluridisciplinaire parce que j'avais fait du droit. Donc qui parle de droit parle quand même de justice aussi. Donc j'ai voulu vraiment m'approcher de cette catégorie dont moi-même j'appartiens pour mieux comprendre. D'accord. Voilà le champ. Question très sensible, et le mal n'est pas que malien. Non. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage Une femme presque parfaite, nous sommes à la page 38. Je lis ces passages-là. Alors, avant de lire les passages, il faut que j'explique qu'il y a eu dans la vie de l'héroïne Yagaré 2 grands pans professionnels. Elle a d'abord travaillé au sein d'une entreprise en tant que gestionnaire et agent commercial. Elle s'est battue, elle a tout fait pour faire rayonner cette entreprise et elle y est arrivée. Elle est devenue indispensable à l'entreprise, si bien que même quand on l'appelle un jour que sa Benjamin, qu'elle-même appelle sa raison de vivre, était tombée malade, transportée à l'hôpital, elle n'a pas eu la permission avec le fondateur, le promoteur de l'entreprise, d'aller tout de suite voir sa fille à l'hôpital. Elle était obligée de terminer carrément tous les programmes de la journée pour aller s'y rendre à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit que sa présence est capitale aux côtés de sa fille. Et malgré tout, les patrons refusent à la bonne dame la permission de rester aux côtés de sa fille malade, ce qui va finalement même irriter les patrons qui va la licencier. Ça, c'est le premier grand pan. Le second, elle-même va créer sa propre entreprise qui va être plus rayonnante que jamais. Mais déjà dans l'entreprise où elle va être licenciée, vous dites ceci:
les 500 salariés composés équitablement de femmes et d'hommes se furent à peine installés en chapelet le long de la table ovale que Yagare reprit sa place au centre. Sur ses solides jambes, elle s'éteint de longues heures, insistant de sa voix claire et forte sur les détails, étayant ses idées. Sur la lumière bleutée du tableau virtuel, l'assistance gardait des yeux rivés. Avec une aisance consommée, elle étriait le bilan, proposait les ajustements appropriés et faisait des projections. Alors déjà, ça suffit, ces passages-là, pour montrer tout ce qu'elle représentait au sein de cette société. Mais sur 500 salariés, vous parlez de 500 salariés composés équitablement de femmes et d'hommes. Est-ce un rêve pour vous? Est-ce que c'est cela, votre rêve de l'épanouissement, de la promotion de la femme au sein de toutes les entreprises, qu'on en soit là? Qui ne rêverait pas d'une société juste? Une société où chacun a sa place. Parce que quand vous prenez une société comme la nôtre, une société malienne, où les femmes constituent 52%, mais la part active de ces femmes, je ne vous dis pas. Combien de femmes manquent à l'appel sur le marché du travail? Si vous faites le compte et que vous mettez toutes ces femmes-là, vous les faites sortir de l'informel, vous pensez que nous allons être là aujourd'hui? Nous irons loin, très loin. Oui, mais justement, oui, au nom de la justice, oui, doit-on imposer des quotas? Parce qu'il y a des politiques de quotas maintenant. Quotas à l'Assemblée, quotas au sein du gouvernement. Va-t-on aller au quota aussi dans les entreprises des gens? Est-ce qu'il faudrait-il de toutes les façons employer les femmes, qu'elles aient les compétences ou non? Vous savez, quand une femme travaille, elle doit fournir 2 fois, sinon 3 fois plus d'efforts qu'un homme. Parce qu'il y a cette charge-là. C'est comme si la femme était condamnée chaque fois de convaincre. D'accord? À travail égal, salaire égal. Mais à diplôme égal, c'est comme si on doute de votre compétence. Les chefs d'entreprise, il y a certains qui le disent sans se gêner. Quand je recrute et que j'ai le choix entre un homme et une femme, mais mon choix, c'est l'homme. Parce que, pourquoi? La simple raison, c'est que cette femme, si elle est encore, si elle procrée encore, elle va avoir des moments d'indisponibilité. Tout à fait. Ça, c'est la nature qui l'a fait. Elle n'a pas choisi. Personne ne choisit de naître homme ou de naître femme. Je ne dis pas peut-être les prouesses de la science aujourd'hui, bien plus tard, mais on est homme, on est femme ou on est autre chose. Dans la mesure où c'est ça, personne n'a demandé à ce qu'on lui définisse son genre avant qu'il ne naisse. On ne doit pas lui faire de procès pour ça. Si vous parlez de quotas, moi je pense que on arrive à il arrive à des moments où il faut obligatoirement des politiques fortes pour accompagner certaines grandes décisions, sinon ça ne viendra jamais seul. Pourquoi dois-je toujours prouver que oui, faites-moi confiance, je suis une femme, mais je suis capable? Pourquoi on doit tout de suite douter de moi, de mes compétences, parce que juste, je suis d'un genre différent? La Belgique a fait quelque chose d'extraordinaire. La Belgique a envoyé 2 femmes ambassadeurs en Arabie Saoudite et en Iran. Ces femmes-là ne seraient jamais parties là-bas sans cette politique forte. Vous avez vu dans ces pays en Arabie Saoudite où les femmes doivent se couvrir. Je pense qu'on a vu les présidents américains amener leurs épouses et leurs enfants. Pour eux, leurs épouses et leurs enfants étaient correctement habillés et cela suffisait largement. Il y a certaines choses, quand il n'y a pas la politique forte derrière, on n'arrivera à rien. Et vous le dites tellement bien que je me réjouis d'avoir quand même 3 grandes dames de référence sur ces plans, Bamakan, Fatoumata et vous-même. Et Nana Touré, le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, qui est aussi écrivaine. Ok. Alors, est-ce que c'est des politiques qui vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que quelque part,
ce n'est pas votre propre engagement? Est-ce que quelque part, ce n'est pas votre propre combativité qui vous a amené là? De toutes les façons, vous-même, voulant promouvoir les femmes, on est d'accord avec qu'il faut des bonnes politiques, mais qu'avez-vous à dire aussi alors, à beaucoup de femmes qui ne pensent même pas à être ambitieuses? Leur ambition s'arrête là où s'arrête la poche de leur mari. Qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes alors qui ont tout simplement décidé le chemin d'aller vers le chemin de la facilité? Qu'avez-vous à dire à toutes ces filles qui passent les nuits à tourner entre les maquis de Bamako, à se vendre à 10 000 francs, 15 000 francs au premier venu? Qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes qui n'ont même pas la notion de travail? Faudrait-il forcément que moi, employeur, dans ma société, forcément qu'elles aient les compétences ou pas, que je les fasse intégrer dans ma chaîne de production, malgré tout? Vous savez, quand je dis qu'il faut des politiques fortes pour accompagner les décisions, c'est tout à fait justifié. Et ici au Mali, il y a eu la politique de la scolarisation des filles. Parce que dans nos familles, encore ça se passe. Quand il y a le choix pour envoyer les enfants à l'école, c'est le garçon qu'on part. Ces filles-là, ces filles qui manquent d'ambition, parce qu'il y a une part extrêmement importante de la société. Parce que ces filles sont façonnées depuis le berceau. On leur dit, on leur fait croire que leur avenir, l'avenir de la femme, de la fille, c'est un bon mari. Entre copines, les petites filles même le disent. Tchenyuma, c'est quoi? Tchenyuma, c'est celui qui a la poche bien faite. Et encore, je vais dire un truc qui n'est pas un mal malien. Ailleurs également, on rencontre. Tout à fait. Les femmes qui font carrière, une femme qui réussit effraie. Qui? Une femme qui réussit effraie les hommes. Mais un homme qui réussit attire les femmes. Malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Pour qu'une femme, une fille puisse être comme ambitieuse. Je vous ai dit, quelqu'un voulait applaudir, n'hésitez pas. Si vous voulez applaudir, applaudissez. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Ouais. Ils ont tellement applaudi que j'ai perdu le fil. Le fil, cette fois-ci, c'est pas M. Cissé. C'est pas M. Cissé qui a décidé de dire pause au fil, c'était moi et je vais vous les repasser. En fait, vous disiez tout de suite que en fait, c'est pas là aussi un mal typiquement malien. Oui. Alors, un homme qui réussit attire les femmes, ben, par contre, une femme qui réussit alors fait peur. Oui, voilà, une femme qui réussit fait peur. Et cette femme-là, elle est arrivée là où elle se trouve, au bout de 1000 sacrifices. Tout à fait. Mais pas seule, parce qu'il faut aussi l'accompagnement de la famille. La famille est extrêmement importante. Le mariage précoce des enfants, est-ce que ce sont ces filles-là qui décident elles-mêmes d'aller se marier? Non. Il y a les familles qui sont derrière. Tant que les familles soutiennent, parce qu'il y a la famille qui est importante, qui est là, qui va soutenir, il y a la société également. La société exerce une pression extraordinaire sur les femmes, sur les filles. Donc tout ça, c'est un facteur, c'est un ensemble de facteurs conjugués qui vont faire que les femmes vont avoir confiance en elles-mêmes. C'est extrêmement important. Donc sans cet accompagnement-là, c'est difficile. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Excusez-moi, je vais parler de moi-même. Excusez-moi si je frustre certains. Moi, je suis de la communauté soninké. Tout le monde connaît les soninké. Nous sommes des aventuriers et nous nous marions très très tôt. Aujourd'hui encore, le mariage précoce existe dans la société soninké. Mon père n'a jamais voulu. J'ai passé l'examen de passage en 6e sur le dos d'un chameau parce que mon père était administrateur et il n'y avait pas de classe de second cycle. Et aujourd'hui encore, c'est le cas dans le Mali profond. À partir de la 6e, il n'y a plus d'école. Mon père m'a fait faire l'examen derrière, parce que le centre était loin, à Bintagungu précisément, dans le grand nord du Mali. Et quand je suis revenue, j'ai été admise. Il n'y avait pas la classe de 7e. Il m'a envoyé chez des amis que moi je ne connaissais pas, j'étais enfant. Donc à chaque étape, il était là.
il a résisté contre sa famille, contre sa communauté. Parce que dans notre communauté, les filles ne vont pas à l'école. Mon père a lutté seul. Et voilà, Seul. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Bon. On applaudit papa, on le remercie vraiment pour ça. J'avais parlé tantôt de votre style et j'aimerais une fois de plus que le public se rende compte, comme moi, que vous avez un style magnifique. Nous sommes à la page 62. Calés dans leur certitude sans fondement, d'une répulsive consistance, ces apôtres de la haine et de la terreur prêchant la morale, mais agissant hors de la vertu, martelaient sempiternellement. La prétention au salut nécessite la rénonciation à l'obsessionnelle recherche de la jeunesse éternelle, de la beauté physique ainsi que de la course éhontée au superflu. Telle était la rengaine. Être parfait, c'est sans gêne, était d'une hideuse bonté dans la distribution de leurs sémons au vitriol. Pathétique, ces mortels qui s'ignorent, savaient même déterminer la destination après vie de leur cible habituelle et précisaient avec force de détail la nature du châtiment qu'elles encouraient. Sont vouées aux flammes éternelles, les collectionneuses de haram, toutes ces femmes qui, par leur morphologie étourdissante ou autre étincelle déstabilisatrice, auront fait vaciller les cœurs d'innocents mâles, toutes ces conjointes qui n'auront pas consenti leur vie durant à se soumettre à leur maître, l'homme, qui n'auront pas épousé les rires modérés, eu la parole basse et gardé leur cils rivés au sol en sa présence. Magnifique style, magnifique. Seulement, Oumou Amar, de qui parle-t-on ici? Robert, vous le savez pas? Non, moi je sais pas. Vous le savez bien. De qui on parle? Vous le savez bien. Alors moi j'ai pensé quand même à certains, je vais taire leur nom, mais il y a quand même un passage qui me plaît dans leur sermon. Hein, quand c'est dit, par leur morphologie étourdissante ou autre étincelle déstabilisatrice, auront fait vaciller le cœur d'innocents mâles. Sont voués aux flammes. Alors, il y a quand même cette réalité-là aussi, quand même, quelque part, non, Oumou Amar, toutes ces femmes qui ne vivent que pour nous balancer dans l'enfer, nous les hommes. Elles sont belles, c'est tout. Elles sont belles. On n'a absolument rien à leur dire à ces femmes-là. Elles sont belles. Ça suffit. Non, ça leur donne tous ces droits. Elles sont très belles, donc elles ont le droit. Elles ont le droit de faire vaciller des cœurs. Oui. Il n'y a aucun mal à être plaisante. Oui. Bon, très bien. Vous savez que la partie où vous parlez de flammes. Oui, voué aux flammes. Voué aux flammes. Parce que moi, j'ai appris, j'ai écouté des hadiths qui reviennent très régulièrement, où on dit que il y a 5 conditions qu'une femme doit remplir pour ne pas aller en enfer. 5 conditions. Peut-être c'est le public qui va répondre. Allez-y. Déjà, le public a une question. Fatmata Keita, alors on a institué une nouvelle chose à partir de ce soir. Alors pour une fois, dès l'entame, notre auteur réserve une question de la fin au public. Habituellement, c'est le public qui nous pose des questions, mais super, magnifique. Alors public, vous avez gardé la question là à l'esprit. Il y a une question que vous devriez répondre après. Ok, on continue. Alors, préparez-vous à la deuxième. Voilà. Quand moi j'ai vu ces 5 conditions, j'ai dit à coup sûr, aucune femme n'ira au paradis. Aucune. Aucune. Lesquelles? Quelles sont ces conditions-là? On dit, quand une femme pêche une seule fois, il lui faut 70 années de prière. Sinon, elle ira en enfer. 70 ans pour pouvoir se pardonner.
C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? 70 ans, en train de prier. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais. Il est aussi dit que, bon, elle doit prier, c'est pas grave, elle doit prier les 5 prières quotidiennes, elle doit jeûner 30 jours normalement, elle doit se soumettre à son mari et le vénérer. Ah. Vénérer, mais de quelle façon? C'est pas défini. Comment on vénère quelqu'un? Bon, là où il était dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Voilà. Parce qu'on a quand même dans l'histoire plus ou moins lointaine, on a vu des femmes dont le mari dit, sous une tempête, viens prendre ce portail-là. Je suis couché dedans avec ma cognomuso. Oui. Si jamais le vent entre par là ou une goutte de pluie tombe sur nous, c'est très compliqué. Et on a vu des femmes supporter ça sans aucun problème. Hein. Vrai ou faux, non? Alors, Oumou Amar, qu'est-ce qu'on fait? C'est le public qui va nous départager encore. Okay. Vous voyez? En tout cas, vénérer, c'est trop fort. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être vénéré. Elle doit vénérer. Que cela soit clair. Oui. Et aussi, quand je regarde tout ce qui est dit au nom des textes sur les femmes, si c'est vraiment ça, aucune femme n'ira au paradis. Oui. Il y a une prière masculine juive qui dit le matin au réveil, loué sois-tu, Seigneur, non, loué sois-tu, l'Éternel, qui ne m'a pas fait naître non-juif. Loué sois-tu, l'Éternel, qui ne m'a pas fait naître esclave. Il y a une troisième que vous devez compléter. Loué sois-tu, l'Éternel, de ne m'avoir pas fait naître femme. Femme. Ça, c'est la prière adressée à Dieu. Ça, c'est la prière adressée à Dieu, la prière masculine. On est dans quelle culture, vous dites? Juive. Ok. Je m'excuse s'il y a des juifs dans la salle. C'est écrit, je n'ai rien inventé. Et déjà, vous pouvez chercher sur vos téléphones la prière masculine juive, le matin, loué sois-tu. Ça sort, c'est les 3. Le troisième, c'est ça. Et remercier Dieu parce que on n'est pas né femme. On n'est pas né femme. Donc, vous voyez, être femme, ce qu'on ressent. C'est gênant quand une femme, il y a des hommes qui prennent la parole au nom des femmes. Moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai beaucoup aimé cet après-midi, ces publics-là. Ça me fait énormément plaisir. Parce que généralement, quand on veut parler des femmes, il y a beaucoup d'hommes qui c'est d'un revers de la main. Oh, elles n'ont rien à dire, je n'écoute pas. C'est vrai. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Parce que quand on parle et qu'on a le sentiment d'être écouté, c'est une considération. Vous voyez la frustration, vous parlez, mais vous parlez à vous-même. Généralement, la parole des femmes, c'est comme ça. Elles n'ont rien à dire, elles parlent toujours d'elles-mêmes, elles se posent en victime. Nous ne nous posons pas en victime. Nous ressentons des choses. Cette prière-là, par exemple, ou bien ces différents hadiths, il y a un autre hadith qui dit, parce qu'on parle au nom, par exemple, du prophète de la religion musulmane, le prophète a dit qu'il a rêvé de l'enfer, que la moitié était remplie de femmes. Parce que vous, les femmes, vous médisez vos maris. Voilà la raison pour laquelle vous allez séjourner en enfer. Ça, c'est un hadith, vous pouvez vérifier, c'est écrit. Donc, quand, à longueur de journée, dans toute votre vie, on vous dit que vous êtes un être inférieur, quand vous vous tuez à la tâche, on trouve que c'est normal. Vous êtes des invisibles dans la société. Les femmes sont des invisibles.
Certains ont parlé de la double journée de la femme. Par exemple, la femme qui, pas seulement la femme salariée, hein, toute femme qui exerce une autre activité autre que l'activité domestique a un double emploi. Tout à fait. C'est la double journée de la femme. Et certains parlent même de la journée continue de la femme. Toutes ces femmes-là sont invisibles. Nous faisons le travail invisible et on trouve que c'est normal. C'est normal, ce n'est rien d'autre. Tu balaies, tu fais la cuisine, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai mon beau-frère qui a peut-être aujourd'hui près de 70 ans. Il a avoué, il a fait un aveu. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que la cuisine, c'était quelque chose de sérieux. Il était en Côte d'Ivoire quand il y a eu les troubles liés aux élections. Sa femme, ma petite sœur, est venue ici à Bamako avec tous ses enfants. Pour la première fois de sa vie, il a tenté de se faire à manger. Parce que pour lui, c'était la chose la plus simple. Il dit chaque fois, pendant plus de 30 ans de mariage, il voit sa femme s'activer à la cuisine, mais pour lui, c'est juste prendre la viande, les légumes, mettre tout, et puis voilà, c'est prêt. Et c'est ce qu'il a fait. Tranquillement, il a rempli la marmite, il a tout mis là-dedans. Il est allé à la mosquée, il est allé causer, bavarder tranquillement. Donc son plat, après, il vient, il ouvre, il dit que je n'ai trouvé que du charbon dans la marmite. C'est clair. C'est ce jour-là qu'il a compris, qu'il a essayé pour la première fois de sa vie de se faire à manger. Donc c'est des actes où je vous dis que les femmes sont des invisibles parce que ce travail que nous faisons, ce n'est pas un travail valorisé. C'est obligatoire. C'est comme nous sommes là pour ça. Ouais. Nous sommes là pour ça, nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne nous plaignons pas, mais nous voulons être considérés, respectés dans ce que nous faisons, valorisés dans ce que nous faisons. Et voilà notre héroïne Yagaré. Elle va être respectée dans ce qu'elle fait. Elle va être valorisée parce qu'on va lui décerner alors, le prix de la meilleure entrepreneur de l'année. Et quand elle se rendait au chevet de sa petite fille en cours de route, elle a vu un garçon faire un accident, elle s'est arrêtée, elle a débloqué des choses. Et le jour où on lui remet alors, cette reconnaissance de meilleur entrepreneur de l'année, alors l'hôpital aussi vient avec une distinction comme voilà, un grand prix de la citoyenneté de l'année. Donc elle est reconnue pour être une bonne mère, elle est reconnue pour être une grande travailleuse, elle est reconnue pour être très performante, très exigeante et tout, avec toutes les qualités qu'il faut, sauf que voici que son mari va se sentir délaissé. Tellement que Yagaré finalement enchaîne boulot, et finalement veut même faire de la politique. C'était trop pour son mari, qui n'en pouvait plus, et qui est même parti à un moment donné de sa vie. Alors, quand est-ce que les femmes aussi qui travaillent beaucoup doivent apprendre à s'arrêter? Quelle est la ligne rouge aussi à ne pas dépasser? Quel est le seuil à ne pas atteindre quand aussi on a un mari? Parce que quelque part, c'est bien que les femmes se battent. C'est bien qu'elles aient leur ambition. Mais il y a quand même un homme aussi qui des fois souffre de leur absence. Alors à toutes les Yagaré de ce monde-là, Ouma Amar, qu'avez-vous à dire? C'est assez de répondre. Vous savez, choisir entre la vie privée et la vie professionnelle, cette question se pose, je peux dire, exclusivement aux femmes. Il y a des études qui ont été faites, on a dit, ces études ont été faites un peu partout dans le monde, où on a vu les hommes et les femmes à la tâche. Les femmes, à un moment donné, les femmes qui ont choisi leur vie familiale, leur vie privée, ont stagné. Et ces études ont montré qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact chez les hommes, par exemple. Un homme peut
même s'il choisit sa vie, il ne va pas s'arrêter. Hein. Il ne va pas s'arrêter pour se consacrer aux tâches que la femme fait. Sa carrière flamme, sa carrière monte, et sa vie, ça n'a pas d'impact sur sa vie familiale. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Et le plus souvent, plus les femmes montent, plus elles montent dans les postes de responsabilité, plus vous trouverez des célibataires parmi elles. Tout à fait. Des célibataires. Tout à fait. Ou encore des femmes qui ont le statut de femme divorcée. Parce qu'il y a une incompatibilité. Tout à fait. L'accompagnement, pour que cela n'arrive pas, il faudrait l'accompagnement de ce partenaire-là qui est aussi un ami. Qu'il soit le mari, qu'il soit... En tout cas, la personne qui est dans sa vie doit aussi l'accompagner. Comme nos familles nous accompagnent, comme notre société nous accompagne. L'homme n'a pas besoin de ça. Mais Yagari n'a pas manqué de ça. Au contraire, Yagari a même été impulsé par son mari, mais qui finalement n'en pouvait plus. La pression de la société. Okay. C'est la pression de la société qui a fait que le mari de Yagari a commencé à penser autrement. Une femme éternellement absente. Et pourtant, le mari était là pour tenir la maison, le mari était là pour l'accompagner dans toutes ses entreprises. Mais un moment viendra où la pression sociale est tellement forte qu'il va dire finalement peut-être ce sont les autres qui ont raison. Parce que nous vivons dans une société où vraiment la pression sociale est extrêmement forte. Est extrêmement forte, surtout pour les femmes. Une femme seule, c'est un danger. Mais en même temps, une pression qui peut faire craquer même les hommes aussi. Tel est le cas du mari de Yagari. Oui. Même lui aussi, il a craqué sous le poids des mêmes pressions sociales. Donc, c'est vrai. Ce n'est pas un mal seulement féminin. Oui, mais plus. Okay. Le mal, les femmes le ressentent plus que les hommes. Mais certains disent, Oumou, oui. Certains disent que si les hommes ne sont pas tellement d'accord que la femme soit aussi absente qu'eux, ils peuvent être absents, c'est parce que, quand même, de façon générale, dans notre société, quand même, pour les cas du Mali, de façon générale, les femmes qui travaillent, les hommes sont là. Je suis sûr que certains qui seront d'accord avec moi. Les femmes qui travaillent, beaucoup d'entre elles font quoi de leur argent? Hein? Mais je vous jure que vous avez de ces femmes qui ont plus d'argent que leur mari, mais même un pain de 50 francs, hein, ou de 250 francs. Si jamais elles mettent leur argent dans ces pains-là, quand monsieur va être là, il va devoir rembourser. Mais par contre, l'homme qui prend tout en charge, mais n'est-il pas en droit de sortir comme il veut, vu que c'est lui qui prend tout en charge? Mais elle qui ne prend pas tout en charge, peut-elle avoir quel droit aussi de sortir comme elle veut? Voyons-nous ce côté-là aussi, ou bien? Où va l'argent des femmes? Oui. Eh bien, l'argent des femmes ne va... Oui, les hommes sont là. Je vais les regarder droit dans les yeux pour dire, ils seront d'accord avec moi. Droit dans les yeux. Vous voyez le plus souvent les cérémonies sociales qui sont extrêmement importantes ici. On accuse les femmes, on leur reproche de ne jamais être là, surtout les week-ends, elles sont tout le temps absentes. Mais ça, c'est des postes de dépenses énormes. Ce sont les femmes qui les assurent. Quand vous êtes marraine, on vous donne la couronne, vous savez ce que ça entraîne comme dépense? La femme les assure. Les baptêmes, les mariages. Les femmes viennent jusqu'à s'endetter. Jusqu'à s'endetter. C'est elles qui cimentent les relations sociales. Les hommes ne font pas ça. Vous voulez rester avec vos amis. Vous voulez rester avec vos voisins. Vous voulez rester avec vos parents qui sont au village, qui sont dans les pays lointains. C'est à la charge de la femme. Elle le fait. C'est vrai quand même que souvent, et nous, hommes, on n'est même pas au courant.
Vous n'êtes même pas au courant. C'est vrai. Justement. Je connais des cas, Oui. j'ai des témoignages Oui. de certains hommes sur cette thématique-là qui ont été vraiment surpris des fois de découvrir que leurs femmes arrangeaient leurs frères, leurs cousins, leurs sœurs, sans qu'eux ne le sachent même. C'est vrai quand même, j'ai connu des cas comme ça. En votre nom. Oui. Et le plus souvent, les aides ménagères, quand il y a une aide ménagère à la maison, c'est à la charge. Bon, à ça la fait charge. 10 000 francs, c'est pas beaucoup une aide. C'est 10 000 francs. 10 000 francs par an, ça fait combien? Et puis ce qui est extraordinaire justement, Oui. comment des femmes comme Yagaré, qui croient à la vertu du travail, qui savent ce qu'elles gagnent par mois, 800 000, 900 000, 1 million, 1 million, oui. mais qui peuvent accepter qu'une petite fille qui vient des confins du Mali, qu'elle travaille matin, midi, soir, nuit, à 10 000 francs aussi. Est-ce que quelque part, les femmes aussi ne sont pas ennemies de la promotion de la femme? C'est tout simplement que le volume du travail les dépasse. Même à 2, à 3, à 4, on ne peut pas. Justement. J'ai vu une étude qui disait que les femmes pakistanaises consacrent 6 heures de leur temps aux travaux domestiques. 6 heures. 6 heures. Par jour. Par jour. Les femmes occidentales, 4 heures et demie. Et les hommes, 2 heures et demie les tâches domestiques. J'ai dit, ah bon? Et au Mali, mais chez nous, combien de minutes? C'est non-stop. C'est du matin. C'est du matin au soir. C'est non-stop. Oui. Tout à fait. C'est une personne humaine. Une femme qui travaille, quand elle va au bureau, c'est non-stop. Quand elle vient à la maison, ça continue. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la double journée de la femme. C'est une vie sans repos. Eh bien, quand madame a aussi l'occasion de se reposer sur la petite qui vient du confin, j'ai pitié de la petite, mais bon, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle le fait. Je suis d'accord qu'elle Voilà. ait besoin de la petite, mais les salaires. Oui. Les salaires, elle qui a des millions par mois, Oui. à travers des tâches administratives, l'éducation des enfants, dans sa voiture climatisée, bureau climatisé, elle qui voyage à travers l'avion et tout. Oui. Mais qui peut accepter tout de même laisser une fille travailler 24 heures sur 24 à 10 000 francs par mois? Non, ça aussi, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Et nous vivons, nous ne sommes pas dans des familles nucléaires. Nos familles sont assez élargies. Donc, la femme, elle est quoi? Elle est l'assistante du mari. Elle est la secrétaire. Elle est la gardienne. Elle est l'hôtesse. Elle fait tout. Elle est tout. Elle est tout. Même quand monsieur cherche ses clés le matin, c'est à la femme qui s'adresse. Où sont mes clés? C'est vrai. Où se trouve ma veste? Je n'ai pas vu l'autre paire de babouches. C'est à la femme. Tout ça, ça fait partie de ces tâches. Tout à fait. Et pour ce qui est de la gestion des ressources, je dis ça dépend de l'organisation familiale. D'accord. Mais toujours Oui. au niveau de la promotion de la femme. Oui. Et je continue de croire qu'en tout cas, il y a un grand côté où on voit que ce sont les femmes qui ne sont pas tellement d'accord avec la promotion de la femme. Je m'explique. Je vais sur un autre terrain carrément. Quand une fille vient dire à sa mère, mon mari veut me marier dans le régime de la monogamie. La maman est jamais d'accord. Hein? Mais si c'est son garçon qui vient lui dire, maman, je veux épouser ma femme, mais monogamie, on risquera de traiter ces garçons-là de moussodé. Tes sœurs, quand on est garçon, tes sœurs, alors chacune d'elles aspire à avoir leur mari à elles seules, mais elles ne veulent pas que leur frère, c'est-à-dire signe la monogamie. Comment vous pouvez comprendre des contradictions comme ça? Quelle explication vous nous fournissez? Bon, c'est toujours...
les difficiles relations entre belle-mère. Justement. Entre belle-mère et belle-fille. Belle-sœur aussi. Belle-mère, belle-fille, belle-sœur, justement. Parce que il y a comme un manque de confiance au sein des couples entre l'homme et la femme. Parce que la société, elle est extrêmement importante. La pression de la société, encore une fois, est extrêmement forte dans notre société. Parce que à la petite fille, on lui dit toujours, n'aie pas confiance en l'homme. Canada, c'est comme ça qu'on dit. Aux garçons, on dit la même chose. Et lorsqu'on apprend à un homme, à un garçon à être homme, comment tenir sa femme, c'est comment la bastonner. Oui, comment la bastonner, c'est vrai. C'est comme ça qu'on lui dit. C'est comme si on légitimait la violence sur la femme. Et à la femme, maintenant, on dit, pour que ton mari soit à toi, fais-lui des petits plats, masse-lui les pieds, dis-lui des mots doux, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'éducation, déjà, ce n'est pas le même discours. Ce n'est pas le même discours qu'on maintient. Et il y a cette idée qu'on a mis dans la tête des hommes. Ne signez pas la monogamie. Ce n'est pas propre à notre société. Ça, c'est la société occidentale. Un homme est fait, et ça, c'est une très mauvaise interprétation, qu'un homme est fait pour épouser jusqu'à 4 femmes, c'est sa religion qui lui autorise. La religion n'a jamais dit comme ça. À ma faute. Oui, elle n'a pas dit comme ça. Un homme, si vous ne craignez d'être injuste, limitez-vous à une femme et des esclaves. C'est ce qui est dit dans le Coran. Si vous ne craignez d'être injuste, limitez-vous à une femme et à des esclaves. Mais combien d'esclaves? C'est sans limite. Et ça a été interprété. Ma religion m'a dit que je suis autorisé de me marier jusqu'à 4 femmes. Ok, 4 femmes. Mais si vous êtes capable d'être juste. Qui peut être juste 4 épouses? Toutes belles, toutes charmantes, toutes élégantes. Je crois que... Bon, je crois que les hommes peuvent quand même répondre à cette question, hein, Oumou. Parce que cette justice-là, je crois que c'est au niveau du Ngania. Hein. Les Ngania, ouais. Ngania et Wasake, quoi. Ou bien Ngania et Wasake. Ngania et Wasake, Oumou. Non, et puis c'est une stratégie aussi. Il y a des hommes, ils savent qu'ils sont profondément, dans l'âme, ils sont monogames. Oui. Mais ils disent, parce que la polygamie devient comme une épée de Damoclès qu'on brandit sur la tête de la femme. Si tu n'acceptes pas me dire, si tu cherches à me contredire, à m'affronter, demain, ta petite soeur, c'est comme ça qu'on appelle les couples, ta petite soeur, je te cherche une petite soeur. Comme si quelque chose garantissait d'avance que cette petite sœur ne va pas être pire d'ailleurs que la première. Ben voilà. Parce que souvent, c'est la mésaventure que certains hommes quand même vivent. Et d'ailleurs, il y a un, comment on va appeler ça, Zana ou dicton, je ne sais pas, qui dit que ni souvene que la bla. Minga Djukunoé. Voilà. D'accord. Oui. Donc, nous arrivons au terme de cette première partie du voyage. Hein. Oui. Donc, c'est l'escale. L'escale qui va vous permettre d'échanger avec le public. Cette fois-ci, c'est la question du public à vous et vous allez répondre à leurs questions, madame. Alors, public, nous sommes à vous pour vos questions. Merci. Non, je vous en prie. Bonsoir à tout le monde. Je suis Chaka Keita, étudiant. J'ai lu le livre il y a pas mal de temps et je l'ai bien apprécié. Une femme presque parfaite qui a même obligé l'écrivaine à essayer d'écrire de manière parfaite.
Merci à vous. Sans plus tarder, plusieurs questions ont été abordées. Questions de la société. Je vais d'abord répondre à une question. Peut-être il y a des questions qui ont été mal posées. La société occidentale, certes, elle nous a aidé à voir pas mal de choses, questions de genre. Il serait encore mieux de voir comment la question a été abordée chez nous. Même si on dirait, voilà, ce sont des stéréotypes ou autre chose, je pense, à travers les recherches, il y a pas mal de choses qui montrent que, effectivement, c'était abordé. Ce qui est un peu étonnant, il y a une société initiative qu'on appelle Dokaïdara. Dokaïdara. Oui. Et cela, on dit que le salaire d'une femme, 60% c'est pour elle-même. 10% c'est pour son mari. 10% c'est pour ses parents. 10% c'est pour garder en cas d'urgence. Et quel que soit ce que la femme va gagner, c'est comme cela que ça doit se passer. Et pour un homme, 30% pour lui, 30% pour son épouse, 30% pour ses parents, 10% pour garder en cas de truc. C'est notre société qui avait dit cela. Je pense que si on essayait de voir ce genre de choses, ça allait encore marcher peut-être. Et ce qui me pousse à voir question des quotas et poser ma question. Quelle politique il faut réellement mettre en place? Parce que vous avez parlé des politiques, mais quelle politique est réellement? Ça, c'est ma question. Parce que même à l'école, on arrive à donner des quotas qui poussent et qui font croire aux filles qu'elles ne sont pas meilleures. Je me rappelle tout récemment, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta avait donné des tablettes aux étudiants. On a dit quota pour les filles. Et il y avait pas mal de filles qui pouvaient avoir cela, mais comme question genre était là, il y a des hommes qui n'ont pas eu, qui avaient 12 de moyenne, mais des filles qui avaient 8, 9 de moyenne qui ont eu les tablettes. Et je pense que ce sont des... Effectivement. Et c'est pour dire, c'est encore une manière de montrer aux femmes, même si vous ne vous battez pas, vous pouvez gagner. Et ce sont des politiques encore qu'il faut revoir. Quelle politique réellement vous nous proposez? Merci. Quand j'ai lu ce livre, toutes les théories que nous disons dans les formations, c'est ce que vous avez mis en pratique ici. Et quand nous finissons la journée, on a demandé de travailler sur le stéréotype sexiste et sur les préjugés. Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé? Un jugement sans fondement, un jugement sans preuve, qui est fait au préalable. Et quels sont ces jugements-là? Ces jugements, c'est quand on dit la femme est faible, la femme est toujours bavarde, la femme est ci, la femme est ça. L'homme, lui, il est agressif, l'homme, lui, il est fort, il est fait pour faire ci et pour faire ça. Mais on a vu aussi des femmes qui font la boxe. Elles ne sont pas faibles. On a vu, c'est-à-dire tous les préjugés. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour qu'on change le paradigme, pour qu'on change les relations sociales de genre, les rapports sociaux de genre dans la société, il faut d'abord travailler sur les préjugés. Si on ne travaille pas sur les préjugés, si on ne change pas les préjugés, on ne peut pas changer les choses. Et quand j'ai regardé le livre, la première page, tout le contraire de ce à quoi on s'attend quand on est dans les rapports sociaux de genre avec ces préjugés, vous avez décrit Liagare comme étant viril. Oui. Et moi j'ai compris tout de suite. Voilà. Si c'est une femme qui n'est pas touchée par la notion du genre, elle va dire sensible, sensuelle, belle, mais elle a dit elle est virile. Je ne sais pas c'est quelle page. Vous partez loin, vous trouvez une femme qui se bat sur le marché du travail pour avoir un boulot, pour se maintenir dans le boulot, qui cesse de travailler et qui va aller entreprendre en ouvrant son entreprise. Ça veut dire tous les préjugés qui sont là, qui disent que ce sont les hommes qui sont faits pour entreprendre, vous brisez ces préjugés-là. Qui disent que la femme est faite pour être douce, vous décrivez une femme qui est virile.
qui dit la femme est faite pour faire le ménage, pour faire le travail de reproduction, pour rester là. Vous montrez une femme qui est sur la sphère publique, professionnelle, qui se bat, qui réussit et qui fait son travail de reproduction à la fois. Voilà. Donc, le travail qu'elle fait là, Oumou, c'est un travail de déconstruction des préjugés, des stéréotypes, du rapport de la construction sociale du genre qui attribue les rôles selon les sexes. C'est ça qu'elle déconstruit dans ses livres. Moi, je l'ai lu comme ça. Et je suis vraiment à l'aise quand je l'écoute, qu'elle est partie faire le genre et qu'elle a écrit. Cela a vraiment, ça touche dans ce livre-là. Parce qu'on dit le premier travail à faire pour le changement des rapports sociaux du genre, c'est de travailler sur les préjugés, c'est de travailler sur les stéréotypes sexistes. Et c'est ça qu'elle fait ici. C'est énormément important. C'est pourquoi je me dis, il est important que chacune des femmes, chaque écrivain, qu'on puisse l'amener ici, mettre son œuvre à la lumière pour que ceux qui travaillent sur les programmes, pour que aussi les enseignants au niveau des universités se rendent compte de ce qui se trouve dans les livres et de voir comment est-ce que cela peut illustrer les thèmes de leur programme donné dans une classe donnée, que ce soit la licence, le DEUC, en tout cas dans toutes les classes où on travaille sur le genre. Ces livres méritent d'être lus par les étudiants, par les enseignants. Bravo Oumou, j'ai aimé le style, j'ai aimé la déconstruction que vous faites, vous essayez de faire. Et ça mérite que chacun le lise. Et surtout ceux qui ne sont pas sensibles à la question du genre, comme Robert. Pour la question de Chaka, je vais dire quelque chose par rapport au genre. Chaka, le genre, elle est dynamique. La notion du genre, elle est dynamique. Elle n'est pas figée. Quand nous prenons les sociétés d'eau, vous avez dit d'eau, c'est une société donnée pour le milieu rural. C'est pour une époque donnée. Et cette notion de genre, elle a évolué jusqu'à maintenant. Même d'une famille à une autre, la notion de genre change. Parce que quand tu vois une femme qui a eu 10 garçons, et dans une autre famille où le couple a eu 3 filles et 5 garçons, dans la famille où il y a 10 garçons, le père ni la mère ne vont dire aux enfants, ne pilez pas pour votre maman, ne balayez pas pour votre enfant, ne lavez pas les marmites. Donc les rapports de sexe là, ça change. Les attributions en rapport au fait d'être femme vont changer parce qu'il n'y a pas d'enfants filles. Donc, si vous comparez, il faut que les éléments de comparaison soient les mêmes. Si vous voulez que cela soit amené dans notre société moderne, est-ce que les éléments de la société traditionnelle là, dans lesquels ces sociétés d'eau se trouvaient sont les mêmes? Est-ce qu'on est dans un même contexte économique? Est-ce qu'on est dans un même contexte environnemental qui nous permet de venir transposer sur ça? Donc c'est vraiment une question que moi aussi je vous pose pour vous pousser à la réflexion, pour voir un peu que la question du genre, elle n'est pas figée du tout. Elle évolue, elle change, elle varie d'une famille à une autre, d'une société à une autre, d'une contrée à une autre, même vraiment d'un couple à un autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Oumou, je suis très heureuse d'être là. Bonsoir l'assistance. Bonsoir Monsieur Dissa. Bonsoir Oumou. Je suis très heureuse d'être ici. Ça fait la deuxième fois que je viens au café littéraire de Oumou Amar. Je voudrais adresser mes félicitations aussi à Fatmata. Soyez rassurés qu'au niveau de l'université, vos œuvres sont étudiées, sont des corpus de mémoire. Et donc, soyez très rassurés que nous sommes là-dessus. Et toutes les deux, vous écrivez formidablement bien. Voilà, je n'ai pas lu cette œuvre. Je vais la lire après. Mais pour ce que M. Dissa nous en a lu, elle est aussi poète. Hein? Elle ne pratique pas le genre, mais il y a plein de poésie pour ce que nous en avons entendu. Bon, il y a des questions qui sont posées ici. Bon, pour moi et pour Oumou Amar, ce sont nos pères
qui sont à la base de notre engagement à réussir. Tout comme elle, c'est mon père. C'est mon père qui a voulu que j'étudie. À l'époque, il n'y avait pas d'école où il était garde forestier. Il m'a envoyé chez un enseignant comme Oumou Amar. Et il disait, tout comme Sékou Touré, que le premier mari d'une femme, c'était ses études, son salaire. Et donc, il avait cru à ça et je l'en remercie. Je l'en remercierai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que où je suis, c'est grâce à mon père. Et donc, il y a aussi la question de quotas qui gêne beaucoup les hommes. Pourquoi le quota? Bon, pour nous, nous avons réussi par notre engagement, au début par nos parents, nos pères surtout. Et notre engagement a fait le reste. Mais il y a un domaine où il faut le quota. C'est la politique. Au niveau de la politique, s'il n'y a pas le quota, les femmes n'auront rien. Parce qu'il y a l'argent d'abord. Les femmes ne sont pas nanties. Elles ne sont pas nanties. Les femmes sont les femmes d'autrui. Donc, elles ne doivent pas rester dehors comme les hommes. Hein? Je l'ai vécu parce que j'étais sur le terrain politique. Les réunions importantes se passent la nuit à 3 heures du matin. Comment une femme mariée peut rester à 3 heures du matin? Et souvent, les hommes qui acceptent que leur femme soit dans ces réunions, et ils sont là en train de rôder pour voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, il faut le quota pour que les femmes réussissent sur le plan politique. Sinon, elles sont des applaudimètres. Hein? Allons-y par là, elles portent les uniformes, elles battent le tam-tam, elles sont là en train de faire le porte-à-porte pour les hommes. Et à la fin, elles n'ont rien. Donc, il faut le quota sur le plan politique. En Europe, on l'a compris. C'est difficile là-bas aussi. Ne devons pas croire qu'en Europe, que les femmes sont nanties. Hein? Loin de là. Vu tout ce qu'on voit à la télévision, vu les politiques, vu ceci ou cela, on sait que les femmes sont toutes à la même enseigne, qu'on soit européenne ou africaine. Donc, c'était sur ces problèmes-là que je voulais intervenir. Mais le titre là, ça m'intrigue. Lui, il a posé le problème du titre. Je voulais que Oumou m'informe en attendant que je lise son œuvre. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jenika Mama Traoré, je suis étudiante en licence de multimédia au conservatoire. Je n'ai pas eu la chance de lire le livre, mais je crois que je vais m'exécuter sous peu. Durant le débat, des points ont été soulevés, notamment l'influence de la société sur... L'influence de la société, c'est très forte. Moi, je me dis que c'est tellement fort que maintenant, quand un garçon veut te draguer, il te dit « je veux te marier ». Ne me fait qu'il fourre les couilles. Comme si ce n'est qu'à ça que nous aspirons. Mais à bien y réfléchir, c'est un peu à ça que nous aspirons. Parce qu'une fille, quel que soit le niveau de ton intellect, quelle que soit l'intelligence que tu as, quels que soient les rêves que tu as réalisés, tu n'es pas considéré dans la société si tu n'es pas une épouse. Donc ça devient notre plus grand rêve, avoir un mari. Malgré ce que nous soyons, nous ne sommes pas considérés dans la société si on n'est pas femme. Donc ça nous pousse, l'influence de la société nous pousse à réagir mal ou bien à se donner, à se marier très vite, même pas en réfléchissant ou bien
même à se marier aux hommes que nous ne connaissons pas, quelque chose comme ça. Et aussi par rapport à la prière juive et à la victimisation, moi je dis que les femmes ne se victimisent pas, on souffre énormément en fait. Le simple fait de ne pas se sentir désiré fait très mal. Un jour, juste par simple curiosité, j'ai demandé à un ami s'il voulait avoir une fille. Il m'a automatiquement répondu que non, sous prétexte qu'une femme a besoin d'être protégée et que lui ne sera toujours pas là pour protéger sa fille. Je me suis dit, est-ce que c'est la vraie réponse? Mais après, j'ai demandé quelqu'un d'autre, mon propre frère m'a dit, alors qu'il a une fille, que dans ce monde, c'est pas concevable pour lui d'être humilié et que personne ne peut l'humilier si ce n'est pas à cause d'une fille, de sa fille ou de sa sœur, parce que c'est sa sœur qui peut aller avoir un enfant dehors ou bien que c'est sa fille qui peut faire ça. Donc, il ne voulait pas d'avoir de fille. Automatiquement, j'ai pensé à sa fille. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de ne pas être désiré? Et toute la journée, j'ai posé la question. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu me dire, oui, je veux une femme. Moi, je veux une fille. Je veux avoir une fille. Et ça m'a beaucoup touchée. Je voulais également poser la question à une dernière personne, mais je me suis privée de ne pas le faire à mon père. Je me suis dit, non, lui, sa réponse, je ne veux pas le savoir quoi en fait, parce que je ne sais pas s'il va être sincère ou pas. Donc les femmes souffrent. Combien de femmes se sont fait abandonner parce qu'elles ne mettent au monde que des filles, alors que le sexe de la fille ne vient pas de la femme. Donc les femmes, il y a beaucoup de souffrances sociétales qui font que les femmes n'arrivent pas à se développer, à s'épanouir comme elles le veulent. Ce n'est pas une question de victimisation, mais c'est un fait. Merci. Oui, en fait, je vais vous passer le micro tout de suite, mais il y a un second auteur aujourd'hui après Oumou. Voilà, et nous aurons besoin d'au moins 10 minutes voilà, entre les deux. Donc, on va essayer de gagner un peu sur ces temps-là. Quoi. Voilà. Ouais, il faut lui passer le micro. Bien, bonsoir tout le monde. Je suis Idrissa Koulibaly, je suis philosophe et membre du club des lecteurs de l'Institut français du Mali. Et tout à l'heure, quand j'ai vu Fatoumata Keita laisser la parole à Chaka Keita, bon, je me suis dit, ah, là nous sommes au Manding. Et sans doute ça revient au titre de l'ouvrage, Une femme presque parfaite. Je trouve que le titre sonne comme un oxymore à première vue. Et quand on fait référence à la colère de Zeus qui l'a amené à ordonner à Ephratos d'inventer un mal au genre humain et en créant une femme tout à fait, et tout le Bataclan lié à la boîte de Pandore. En voyant le titre, c'est cette métaphore tout de suite qui me vient en mémoire. Je ne sais pas si l'auteur a un avis là-dessus. Mon frère, tu nous fatigues ici, là, hein, avec la mythologie grecque. C'est fatigant ce que tu dis là. Ouais, justement, tout à fait. Le titre, vous avez dit que vous êtes issu d'un milieu saracolé. Tout de suite, ça m'a fait penser à Garba, Maître Gabo, paix à son âme, qui a écrit aussi les épouses communes. Dans les épouses communes, on voit des femmes qui se plaisent dans leurs conditions. Elles travaillent pour les hommes et votre ouvrage prend carrément le contre-pied de celui de Maître Tapo. Je voudrais savoir en quoi consiste cette différente approche entre vous et Maître Tapo. C'est la deuxième question. Et par rapport à la question du genre, je pense que c'est une question fondamentale, mais généralement lorsqu'on l'aborde, on biaise en quelque sorte cette question, parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes qui en souffrent toujours, alors qu'il y a aussi des hommes qui souffrent tellement. Monsieur Dissa, vous conviendrez avec moi qu'ici au Mali, à Bamako précisément, il y a l'association des femmes battues par les femmes. Et le plus souvent, on voit rarement des femmes écrire sur la situation des hommes. C'est plutôt sur la condition des femmes. Pourquoi faudrait-il toujours biaiser le débat sur ces questions du genre pour ne pas forcément tomber dans la question du féminisme? Et le dernier point sur lequel j'interviens, c'est par rapport à ce que vous avez dit, je vous cite, une femme qui réussit fait peur, un homme par contre attire les femmes. Laissez-moi vous dire que moi personnellement, j'aime les femmes qui réussissent. Merci. Ok, donc on va s'arrêter là et puis on va permettre à Oumou
de répondre aux questions ou alors, en tout cas, de toutes les façons de conclure. Mais en tout cas, je voudrais quand même réagir par rapport à ce qu'elle avait dit. C'est vrai que ça fait très très mal de ne pas se sentir désiré, mais moi j'aimerais que les garçons comprennent qu'il s'agit ici de ne pas se sentir désiré en tant que fille. Hein. Il ne s'agit pas de femme, mais en tant que fille. C'est très important. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Et croyez-moi, il y a pas mal d'hommes, et croyez-moi, c'est mon cas. J'ai tout fait pour avoir une fille, au point que Dieu ne m'avait d'abord donné que des garçons. Franchement, tu peux témoigner. J'ai enchaîné 4 garçons. Dieu ne voulait pas que j'ai une fille parce que ma grand-mère qui m'a élevé, Souko Keita, il me fallait son homonyme. Je tenais à ça. Au point que même mon premier garçon là, je voulais lui donner le nom de ma grand-mère. Donc moi je cherchais, je ne voulais avoir qu'une fille. Ça en un premier temps. Je voulais que mon premier enfant soit une fille. C'est ce que moi je voulais. Mais Dieu m'a fatigué. Hein? Voilà. Oui. Bon, après toutes ces brillantes interventions, je ne sais pas si moi je peux encore ajouter quelque chose. Fatoumata a vraiment tout dit. Elle a même fait des recommandations. Moi je trouve que c'est extrêmement généreux de sa part et ça mérite encore des remerciements. Et des applaudissements. Et des applaudissements. Merci du fond du cœur. La professeure est là, Bamakan Sougo, elle a fait un témoignage extrêmement éloquent également. Donc moi, j'ai joint ma voix à sa voix pour remercier nos papas. Peut-être ils ont été des précurseurs. Ils ont cru, ils ne nous ont pas rejetés parce que nous sommes des filles. Au moment où la société n'en voulait pas. Donc ces hommes convaincus ont fait de nous ce que nous sommes ou bien ce que nous sommes en train de devenir. Moi, le mien, il ne vit plus. Je salue sa mémoire et la mémoire de tous qui ont été comme lui. Et j'ai dit au début que j'ai été contente. Je le suis jusqu'ici, très contente du public parce que je vois une majorité d'hommes, jeunes pour l'essentiel, des futurs papas ou déjà des papas, qui vont faire différemment des hommes qui auront déjà pris conscience de ce que les femmes traversent dans notre société. Ben, voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci. Donc tous ces hommes-là vont porter des lunettes genre. Ils vont regarder les femmes autrement. Pas seulement les épouses, c'est les filles qu'ils vont avoir. C'est leurs sœurs, c'est leurs tantes, c'est toutes ces femmes opprimées. Opprimées parfois gratuitement. La demoiselle l'a dit du conservatoire Balafaseke. Ce n'est pas parce que les femmes tiennent un discours, parce qu'elles se posent en victime. Non, nous vivons des choses. Et l'autre jour, au lancement du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora, le président de l'Union des écrivains du Mali, Ousmane Konaté, a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que les autres, quand ils prennent la plume, ils écrivent. Mais quand les femmes prennent la plume, elles pleurent. Elles pleurent. Parce qu'elles disent des choses qu'elles vivent, qu'elles ressentent, que personne d'autre ne peut voir. Elles pleurent à travers la plume. Ce n'est pas un jeu. Quel est le plaisir qu'on peut ressentir? On est gêné par rapport à ça, nous avons une dignité. Se mettre devant les gens pleurer. Non, nous ressentons des choses, nous vivons des choses que seul notre genre nous permet de connaître. Nous n'avons pas choisi d'être des filles. Nous n'avons pas choisi. La nature a fait de nous des filles, donc elle doit nous accepter en tant que filles, en tant que femmes. Et Keita a demandé quelle est l'approche genre que moi je propose. Fatoumata a déjà presque répondu à la question. C'est une question extrêmement délicate. Et les gens aussi doivent cesser de voir les femmes à travers le genre. C'est les rapports sociaux des sexes. Pourquoi on veut par exemple donner une place aux personnes qui sont différentes, physiquement différentes? Les gens qui souffrent d'handicap, c'est aussi une catégorie. Dans d'autres sociétés, c'est d'autres catégories. Tout ça, ça rentre en compte dans le genre. Mais le terme doit être réexpliqué.
réexpliquer pour qu'on puisse se l'approprier. Ne pas considérer le genre comme « Ah, vous êtes là, c'est le genre. Continuez avec votre histoire de genre, les femmes. » Il faut que ça cesse. Le sujet est extrêmement important. Malheureusement, la question sur la lecture que j'ai faite, la différence entre nos styles de Maître Garba, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc je suis un peu mal placé pour faire une appréciation. Je ne l'ai pas lu, mais je chercherai à dire. Donc voilà. Et pour la dernière intervenante, il y a aussi la réponse déjà, hein, dans la première réponse. C'est que, par exemple, Bamagan, Fatoumata, vous-même, alors, vous avez été des enfants désirés, appuyés, soutenus. Par nos familles sont extrêmement importantes. La société, elle est lente à évoluer, mais on a aussi besoin, hommes comme femmes, nous avons besoin de l'accompagnement de la société. Que cette société cesse de dire à la femme que son avenir, c'est un homme. On charge les hommes également. On a vu des femmes quitter des hommes pour dire tout ça, parce qu'elles leur reprochent le manque, je sais pas, le manque d'entretien. Parce qu'on a dit à cette femme qu'elle doit être entretenue par l'homme. Donc ce n'est pas au bénéfice des hommes. Et cette société où on voit de plus en plus, vous avez dit qu'il y a une association des femmes battues. Oui, des hommes. J'ai même vu une peintre malienne qui a exposé des œuvres. Ces œuvres, c'était sur... Il y a le siège de l'association Amdalaï. Voilà, les hommes... Je vous jure, il y a les panneaux au rond-point. Hein, allez là-bas, il y a la plaque va vous conduire jusqu'à chez eux. Quand j'ai fait un débat sur le genre, j'ai pu les inviter une fois. Des hommes battus par les femmes. Oui, il y a une artiste qui a exposé plusieurs tableaux sur les hommes. Bon, cette violence, pratiquement, il faut qu'on interroge la société, qu'on interroge notre culture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme va prendre une pointe pour tresser, une pointe qui sert à tresser pour tuer une autre femme avec? Vraiment, dommage. Ça, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe dans la société malienne? Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi il y a tant de violences? Ou bien c'est seulement maintenant que les violences ont été mises en lumière? Je ne pense pas que notre société ait toujours été comme ça. Je ne pense pas. Voilà. Donc pour finir, vraiment, je veux dire à l'assistance que nous sommes dans une société, nous vivons dans une société patriarcale où les pouvoirs de l'homme sont extrêmement forts, extrêmement importants, même s'ils ne l'ont pas demandé. Vous bénéficiez des privilèges qu'on appelle les privilèges de masculinité, que vous ne voyez pas forcément, mais que nous voyons. Donc, puisque vous êtes des privilégiés de la société, pensez à nous qui sommes à vos côtés. Pensez à toutes ces femmes qui ne sont pas que des épouses. Parce que normalement, les relations entre hommes et femmes doivent être apaisées. L'ex-première dame, Mme Adamba Konaré, avait même institué une journée, elle avait demandé une journée nationale où vraiment il y aura la paix entre les femmes. C'est comme par exemple une journée de courtoisie au volant, une journée de paix entre hommes et femmes dans nos foyers. Je ne sais pas pourquoi cette initiative n'a pas été soutenue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi hommes et femmes ne peuvent pas être amis? Pourquoi? Jetez un coup d'œil sur les statistiques, sur le taux de divorce. Le mariage le plus court, 6 mois. 6 mois, le mariage a tenu 6 mois. À Bamako, ici. Pourquoi il y a tant de divorces dans notre société? Qu'est-ce qui ne va pas? Interrogeons la société malienne. Est-ce qu'il n'y a pas plus court que 6 mois? Il y a plus court que 6 mois. Eh bien voilà, les statistiques à l'époque disaient 6 mois. Souvent dans la chambre nuptiale. Dans la chambre nuptiale. Oui. On enclenche le processus. Je vous parle sérieusement. Le processus est enclenché souvent dans la chambre nuptiale déjà. Oui, oui. C'est déjà parti là. Première nuit, c'est fini. Donc, en plus de l'insécurité que nous vivons, ça c'est une autre forme d'insécurité. Ouais. Une autre forme d'insécurité. Donc, le Mali a vraiment besoin de paix et de stabilité. Et je fais le vœu que le train dans lequel nous avons pris place, ce train littéraire, va nous faire voyager à travers le Mali,
à travers l'Afrique, à travers le monde, pour nous amener la paix, l'amour, la stabilité. Et sur ça, je remercie. Merci. Merci. Ouais, mes remerciements à Bintili Communication, à l'espace, le train de la gare. Et je dis bravo à tout le monde. Merci encore à vous d'être venus. Merci à vous. Une femme presque parfaite avec Oumou Amad Traoré à bord du train littéraire. On l'applaudit une fois de plus. Pour ma part, mesdames, messieurs, en tout cas, moi, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Un fait. Et je dis bien un fait. Qu'on soit d'accord avec notre auteur ou pas, et regarder à travers le temps et à travers l'espace. Toute société qui a su respecter la femme a su connaître une longue période de stabilité. À chaque fois qu'on a bafoué la femme, quelque part, on a fini par mettre feu à ce lieu-là. Allez voir dans l'histoire. Ce que je vous dis, vous trouverez pas mal d'exemples de ce genre. La femme est un être humain comme l'homme. L'homme ne peut pas être supérieur à la femme. De même que la femme ne peut pas être supérieure à l'homme. Nous avons la même âme. C'est une même vie. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, avant de vous dire qu'on s'arrête là avec Oumou, sachez qu'il y a un deuxième auteur au programme ce soir. Donc, juste 5 minutes, le temps de m'entretenir avec lui. On revient pour une autre partie du train. Et donc, après tout ça, vous serez avec les deux auteurs au cocktail en bas. Donc, merci à toutes et à tous et à tout de suite.